L'équipe, juste pour information, sachez que désormais, vous pouvez retrouver tous mes contenus sur YouTube, bien sûr, mais aussi dès le lendemain sur Spotify. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'attaque à un nouveau format, une enquête sur la place des jeux d'argent en NBA. Cette fois, je vous ai pas proposé un vote Insta sur le format habituel, mais je vous ai quand même questionné pour savoir si le sujet vous tentait. Les réponses étaient contrastées, mais la majorité a dit go, alors j'ai décidé de me lancer. Ouais, c'est un exercice différent pour moi, mais le format me hype de ouf, alors j'avais envie de m'y essayer, sans me brider. Par contre, si vous voulez peser sur les prochains sujets et ne rien louper, pensez à venir vous abonner sur Instagram. C'est dans le canal, là-bas, généralement le dimanche, que je viens vous sonder, alors ne loupez pas ça. Je vous le dis aussi franchement, j'ai eu envie d'essayer ce format parce que je binge les enquêtes du youtubeur toulousain TPZ. Son taf me régale régulièrement et c'est lui qui m'a donné envie de tenter une approche investigation. Alors la TPzance, si vous passez par là, bienvenue à la maison. Alors mon objectif pour une première, c'est de m'approcher à 30% de la qualité de ces vidéos. Le reste, ce sera du taf et de la rigueur. Nous aujourd'hui, au programme, on va ouvrir la boîte noire. Un peu d'historique pour comprendre d'où viennent les dérapages, le décor Vegas en pré-saison et pourquoi tout y est plus accessible, comment une partie privée peut être biaisée, pourquoi des joueurs déjà riches se brûlent quand même les ailes, le rôle des prop bets, ce que ça signifie et ce que la ligue peut y faire. On documente, on explique, on prévient, et nous on a un programme bien chargé. Du coup, vous êtes prêts? Moi aussi, alors il est temps d'appuyer sur Rec. Ok, avant de commencer, avant de plonger dans le dur en mode Élise Lucet, j'ai quelques bases à poser. J'ai fait mon enquête en suivant quelques principes que je vais vous expliquer, parce qu'ils me semblent primordiaux. D'abord, présomption d'innocence pour tout le monde, on parle d'enquête en cours, de mécanismes, pas d'accusations gratuites. On s'appuie sur des documents publics, sur des faits attribués et sur la parole d'un contact sérieux et investi. Cédric, que j'ai pu rencontrer dernièrement et qui a bien voulu témoigner. Il vit entre Miami et Las Vegas, a assisté à pas mal de choses, et il interviendra plusieurs fois dans la vidéo pour raconter ce qu'il a vu, entendu, et comment il comprend ces systèmes. Bonjour, alors un petit témoignage, donc du coup je me suis retrouvé cet été, juillet 2025 en famille à Las Vegas. J'ai l'habitude d'aller à Las Vegas, j'aime bien jouer aux cartes, mais aussi comme ville c'est sympa, il y a beaucoup de choses à faire. Et donc la coïncidence c'était pendant le tournoi d'été de la Summer League 2K26 Summer League de la NBA qui est super sympa, il y a beaucoup d'équipes. Donc je descends à l'hôtel qui est un hôtel assez sympa qui est sur le nord du Strip qui s'appelle le Resorts World. La coïncidence fait que je me retrouve dans le même hôtel que plusieurs équipes NBA, dont les Heat. C'est pour ça et c'est dans cette situation que Cédric a pu assister à pas mal de choses qui vont nous intéresser aujourd'hui. Par contre, posons les limites tout de suite. L'idée, c'est pas de rentrer dans des rumeurs obscures, et même si des noms, Cédric en a, aujourd'hui ils seront pas cités. Ce que je veux ici, c'est qu'il nous partage son vécu, ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, pas qu'il ait des problèmes. Ici, on ne fait pas de délation, on reste calme, on reste précis, on reste factuel, et on déroule. En clair, on démonte potentiellement des systèmes et on n'accuse personne, pour moi c'est la base. Je veux distinguer clairement les faits précis et les murmures de couloir. À mes yeux, c'est ce qui nous permettra d'être utile et pas juste bruyant. Alors, petit rappel des règles NBA déjà. Pour tous les salariés de la Grande Ligue et de ses franchises, tout pari sur la NBA est prohibé. Normal. Pas de fuite d'infos internes, genre sur la disponibilité, les minutes ou la santé. Pas de manipulation. Les sanctions peuvent aller très loin quand l'intégrité est touchée. C'est la limite annoncée par la Ligue, et c'est pour ça que ces sujets, notamment en ce moment, sont pris très au sérieux. Ceci dit, les jeux d'argent hors NBA, eux, sont autorisés dans certains contextes, à condition qu'ils respectent les lois fédérales. Et pour les sportifs qui parfois voient les billets verts leur brûler les doigts, les dérives peuvent alors rapidement devenir très dangereuses. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les joueurs sont des gens qui ont du cash disponible, qui voyagent beaucoup, qui sont tout le temps en train d'attendre, qui sont dans des hôtels. Et donc, bien évidemment, ça part, on a tous vu les images de Michael Jordan dans le bus ou dans l'avion qui joue aux cartes avec ses copains des Bulls, etc. Ouais, bien évidemment, voilà, donc il joue pas au Monopoly. Il joue aux cartes et il joue un peu, il joue pour un sacré billet. Et donc ça commence comme ça, les petites parties entre amis, après c'est les parties dans les arrière-salles en fumée, ensuite on se retrouve avec des énormes additions et derrière on a le couteau sur la gorge et les gens qui organisent ça, on se doute bien
que c'est pas des enfants de cœur. Et ouais, on peut très vite se retrouver pris dans un engrenage, et c'est justement là-dessus que va se porter mon enquête. Pour moi, la plus grosse lumière sur ce genre de pratique illégale a été révélée avec l'affaire Tim Donaghy en 2007. Un arbitre qui parie sur des matchs NBA, qui transmet de l'info non publique à un réseau illégal, et derrière, une enquête du FBI, puis une revue indépendante commandée par la Ligue. Ce que ça dit, selon moi, c'est double. D'un côté, un acte criminel côté officiel, de l'autre, des failles de l'époque que la NBA a dû colmater. Surveillance des arbitres, lien possible avec des parieurs, contrôle des communications, pas de complot généralisé prouvé, même s'il y a eu des doutes, mais une piqûre de rappel violente sur l'intégrité de ce sport. En clair, la NBA a retenu la leçon et a toujours annoncé vouloir relever le niveau de verrouillage. Après, si on remonte encore un petit peu plus loin, dans les années 90, on peut toucher au cas de Jordan, et là je veux être chirurgical. Les faits établis existent, une dette réglée à Slim Bouler au début des années 90, un bouquin qui évoque un différend financier né de paris au golf, ça nourrit l'image d'un gros joueur sans que ce soit illégal en soi. Pourtant, selon certaines rumeurs, toutes démenties, sa première retraite en 1993 aurait été étroitement liée aux jeux d'argent et ses dérives. Comme quoi, dans cette histoire, on s'en rend compte, même si rien n'a encore été prouvé, les jeux d'argent et les dettes qui y sont associées peuvent aussi avoir un vrai impact sur l'aspect sportif réel. Et ceux qui pensent que seule la NBA est touchée par ce phénomène se mettent le doigt dans l'œil, comme l'explique Cédric. Alors, c'est pas propre au basket, parce que là, tout le monde met le spotlight sur la NBA. Très bien, parce qu'ils se sont fait prendre la main dans le sac. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu récemment une énorme affaire dans le baseball aux États-Unis sur les paris sportifs, pareil, paris illégaux, donc qui sont faits avec des bookies et qui ne sont pas faits à Las Vegas, avec l'interprète Shohei Ohtani, qui est le plus grand joueur de baseball de tous les temps, qui est un joueur japonais, qui avait une ardoise de 17 millions de dollars de paris. On est sur des sommes qui sont absolument ahurissantes. Et donc là, ça amène les questions, à quel moment on va me demander de faire quelque chose pour éponger l'addition. L'impression que ça donne, c'est que les jeux d'argent et les paris fragilisent l'intégrité sportive quand l'information interne fuit. Et pour moi, ces différents exemples replacent le débat. La tentation ne date pas d'hier et ne s'arrête pas aux frontières de la NBA. En parallèle, le décor a changé. Les paris sont partout aujourd'hui et les applis ont popularisé les props. Un prop, c'est un pari sur une stat précise d'un joueur. Par exemple, plus de 15 points ou moins de 6 rebonds, un over-under. Pas sur le score du match. Du coup, la moindre info en avance, minutes limitées, gêne physique, choix du coach peut valoir de l'or si elle fuite. À mes yeux, il y a donc deux lignes rouges simples à ne jamais dépasser. Ne pas toucher aux informations internes et ne jamais altérer à l'intégrité du jeu. Quand ces barrières sont franchies, on tombe dans l'illégalité et c'est là que ça devient amplement problématique. Maintenant, quel lien allez-vous me dire entre les parties de poker dans un casino, les paris sportifs et le jeu ? Pas de panique, on va y arriver bientôt. Alors maintenant, plantons le décor, et si vous suivez la NBA ces dernières années, vous savez que les liens avec Las Vegas se renforcent énormément. Chaque mois de juillet, la Summer League compacte toute la NBA sur le campus du UNLV. 2 salles collées, matchs en continu et surtout les mêmes trajets pour tout le monde. Hôtel, salle, hôtel. À mes yeux, c'est ça le game changer. Lobby bondé, ascenseur partagé, resto commun et casino accessible. Résultat, on croise staff, rookies, agents, anciens joueurs, en boucle. C'est logistiquement facile d'aller au casino juste pour regarder, sans intention particulière, seulement parce que tout est à 10 minutes. On croise les joueurs, ça peut très bien être dans l'ascenseur, donc je me suis retrouvé dans l'ascenseur avec l'équipe de coaching, on peut se retrouver dans la salle de sport, donc quand on s'entraîne, il y avait les joueurs qui faisaient leur prépa, il y avait aussi 2 autres équipes NBA, et bien évidemment, du coup on croise les joueurs aux tables de poker, quand on se déplace dans le casino, on les voit aux tables de craps. Et du coup, c'est à la fois super sympa quand tu es un peu fan ou juste comme ça de croiser des sportifs. Moi, j'ai particulièrement aimé la partie entraînement, de voir comment ils s'entraînaient en recovery, etc. à la salle de sport. Et selon moi, c'est ce côté village NBA qui banalise toutes ces scènes du quotidien. Géographiquement, tout s'empile sur le strip. Beaucoup d'équipes et d'agents posent leurs valises dans les mêmes resorts, au nord ou au centre. Pour moi, ça crée une promiscuité unique. Même entrée d'hôtel pour le rookie en quête d'un contrat, le vétéran de passage et le scout européen. Tu descends au petit-déj, tu remontes par la salle de muscu, tu traverses le casino et tu retombes constamment sur les mêmes visages. Ça donne l'impression qu'en cette période, à Vegas, tu vis dans un manège constant qui mixe joueurs NBA et jeux d'argent. Et le truc, c'est que parmi tous ces acteurs de la Grande Ligue qui sont mélangés là-dedans, tous n'ont pas le même budget. Moi, ce que j'ai remarqué aussi, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, donc par exemple, je croisais pendant ce tournoi de pré-saison, il y a les rookies qui vont tourner particulièrement et aussi des joueurs qui cherchent des spots. Donc, ça peut être des joueurs qui aujourd'hui jouent en Europe ou ce genre de choses, ou qui n'ont pas été draftés et qui cherchent un spot dans les équipes. Donc on ne parle pas de joueurs qui ont des contrats à des millions de dollars. Moi, je me faisais la réflexion, je voyais ces gars-là
Alors ils jouaient pas dans la journée, bien évidemment, parce que dans la journée, il y avait les entraînements, il y avait les matchs, les tournois. Et après, moi, je les voyais jouer, mais je me disais, mais comment tu poses tous les jours 2K sur la table? T'as même pas encore de contrat ferme, mais ça semble ahurissant. Alors à côté, on va voir l'homme d'affaires qui joue, mais lui, il a 10 stations-service. Et donc, effectivement, poser 2 ou 3 000 sur la table, ben, le gars, voilà, ça fait partie de son budget loisir. Mais jusque-là, si on prend un peu de distance, on peut dire que c'est ok. Tout le monde fait ce qu'il veut de sa thune au final, surtout si ça reste dans un cadre sécurisé. Ouais, dans les casinos de Vegas, tout est carré. Caméras partout, équipe de sécurité, jetons traçables, croupiers certifiés, bref, conformité maximale. Néanmoins, il ne faut pas tout mélanger. Jouer aux cartes en resort, c'est autorisé. Ce n'est pas directement de là que naissent les vrais problèmes dont on parlera plus tard. Ici, l'enjeu, c'est de comprendre le décor et de comprendre que cette Summer League, à Vegas, rend les rencontres faciles, mais pas forcément risquées. Et je pense qu'il faut pas tout mélanger, c'est-à-dire que le fait que, par exemple, un tournoi de pré-saison se joue à Las Vegas, c'est pas ça qui va faire que les joueurs vont plus jouer. En l'occurrence, ils vont jouer dans un cadre qui est, autorisé. Alors, ils ne sont pas autorisés à faire des paris sportifs, mais ils sont autorisés à jouer. Et ils sont autorisés à jouer et ils jouent dans un cadre qui est sécurisé. Donc, c'est justement pas là que vont arriver les problèmes. Pour moi, vous captez, Vegas n'est pas le premier accusé, c'est surtout la scène où tout peut éventuellement commencer, et maintenant qu'on a cadré ça, on va pouvoir continuer. À ce stade, pour moi, maintenant, le mieux, c'est d'annoncer ce qui s'est passé dernièrement, de façon factuelle, concrètement, sans fantasme. Et ouais, j'ai dû enlever mon pull parce que mon petit chaton était en train de me défoncer les cordons, mais évidemment, pour revenir à notre enquête, il était impossible de poursuivre sans évoquer au moins les cas Billups et Rozier. Là, 2 volets distincts ont été dévoilés par les autorités, et pour mieux les comprendre, on va les détailler. Premier volet, des parties de poker illégales présentées comme truquées avec du matériel bidouillé, table avec des rayons X pour lire les cartes, mélangeuse trafiquée, marquage visible via des lunettes et des verres spéciaux et des ex-stars utilisés comme face cards. En gros, des têtes d'affiche pour attirer du monde. Deuxième volet séparé, des paris sur des stades de joueurs, les fameux props, alimentés par des infos internes non publiques. Dans les deux cas, on parle d'inculpation, de comparution et du côté de la NBA, de mise en congé administrative. La procédure est en cours et la justice tranchera. Ceci dit, à ce moment de la vidéo, les liens entre les paris de poker truqués et les prop bets ne sont toujours pas évidents. Concrètement, le volet poker décrit un montage technologie plus complicité. L'infocarte circule en temps réel vers des opérateurs qui envoient des signaux pour orienter la main. Le terme face cards, on l'a dit, c'est l'idée d'inviter des visages connus pour crédibiliser la partie et aimanter des joueurs très fortunés, avec au final des pertes chiffrées à plusieurs millions et des recouvrements musclés. Le volet pari, lui, pointe des pics anormaux de mise sur des lignes très précises juste avant qu'une info de disponibilité ne sorte. C'est ce type de statistiques qui déclenche l'alerte des opérateurs et le début de certaines enquêtes. Comment l'affaire a été détectée? C'est exactement comme ça, en fait, ce qui s'est passé. C'est qu'il y a des montants engagés sur les paris et tout est monitoré, etc., online et en casino. Je vais dire une bêtise parce que je n'ai pas les chiffres, mais c'est, imaginons qu'en moyenne, il y ait 50 ou 100 000 $ en moyenne par joueur sur des prop bets. Les prop bets, c'est le nombre de points, le nombre de rebonds, etc. Et ils ont enregistré d'un coup sur un joueur pendant un match fois 50 ou fois 100 ou fois 500 les mises. Donc là, il n'y a pas besoin d'avoir fait beaucoup de simulations ou d'études sur les paris pour voir qu'il se passe quelque chose de bizarre. Et donc, bien évidemment, c'est comme ça qu'ils ont commencé l'enquête. Et pour moi, ça colle aussi avec le terrain, parce que Vegas rapproche tout le monde. Des personnes honnêtes, d'autres moins honnêtes, mais aussi des basketteurs ou anciens basketteurs qui, eux, sont pétés de fric. Et pour moi, c'est essentiel, elle est là la toute première clé de compréhension. Parce que dans cette histoire, finalement, Billups et Rozier seraient peut-être les victimes d'un système qui serait beaucoup plus grand qu'eux. À mes yeux, la vraie différence se joue là. Le casino, c'est la paperasse, les caméras au plafond, les jetons traçables, les croupiers certifiés. Tout est consigné, auditable et le crédit passe par des marqueurs officiels. Bref, conformité maximale. En privé, c'est l'inverse. Pas de licence, pas d'archives vidéo, un matériel apporté par l'organisateur et une porte d'entrée tenue par l'hôte. En clair, dans les parties privées, par rapport au casino, tout est bien plus opaque et je pense que vous commencez à capter là où je veux en venir. Donc, par ailleurs, ce sont des parties donc là, qui se passent dans des casinos, qui sont ultra sécurisés, où il y a absolument zéro triche, quoi que ce soit, parce que c'est pas du tout dans le business model des casinos, ce qui fermerait instantanément. Donc même si en termes de niveau de risque personnel, je trouvais ça un petit peu ahurissant de voir ces joueurs, ces entraîneurs jouer ces parties-là, bon,
bien évidemment, là, ils les jouent dans un cadre super sécurisé, avec des croupiers professionnels, avec la sécurité, les caméras au plafond, etc. Des chips RFID, donc il n'y a pas d'arnaque sur les jetons, ce genre de choses, des doubles mélangeuses. Enfin, vraiment, on est dans un cadre super sécurisé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la culture du gambling aux États-Unis, elle est très très forte. Tout le monde parie sur tout, que ce soit d'aller faire une partie de golf avec ses copains, d'aller au practice, au Top Golf. Tout le monde parie sur tout, tout le temps. Et les joueurs, bien évidemment, ils ne sont pas différents des autres Américains. Ils ont juste à un moment donné plus de revenus disponibles. Et donc finalement, le danger, là, comme on le voit dans l'affaire qu'il y a en ce moment, ce sont pas réellement que de jouer aux cartes au-dessus de ses moyens. En fait, le facteur aggravant de risque, c'est de jouer aux cartes dans des parties qui ne sont pas dans un environnement contrôlé. Et visiblement, c'est ce qui est arrivé. Donc, ce qui est arrivé à la fois à des joueurs, mais aussi ce qui est arrivé, c'est pour attirer des gens dans des parties. Tiens, super, il y a une partie là, une partie privée avec des anciens joueurs. Donc là, tout le monde a envie un peu de se frotter à des célébrités ou des athlètes, donc c'est super. Et là, évidemment, c'est des parties qui ne sont pas dans des casinos, c'est des parties... donc il n'y a aucun contrôle sur l'organisation, il n'y a pas de tierce source de contrôle. Et donc, bien évidemment, là, il peut y avoir des croupiers, on appelle ça les croupiers magiciens, qui distribuent les cartes qu'ils veulent. On a entendu parler des lunettes avec des cartes marquées, on est capable de lire au dos des cartes quelles sont les cartes, donc il y a toutes les techniques de triche. Et donc, j'avoue que j'y ai pas pensé quand j'ai vu les joueurs jouer. Moi, je me suis juste posé la question les limites auxquelles ils jouent ne sont pas du tout cohérentes avec leurs revenus. Donc voilà, il y a les différences entre jouer ce qu'on est capable de perdre et jouer au-delà de ses moyens. Du coup, pour les basketteurs, c'est bel et bien autour de ces cercles privés que le risque explose. Là, ça devient ingérable pour eux, et c'est bien voulu, c'est volontaire. Tu perds, on t'avance, l'ardoise grimpe et le rapport de force bascule. Au sein d'un casino, le droit et la sécurité encadrent. Chez un autre douteux, la pression sociale, puis le chantage peuvent prendre le relais. Maintenant, je veux pas diaboliser réellement le jeu en soi. Pour moi, le premier problème, c'est le contexte. Le problème ne vient pas tant des casinos, alors qu'ils peuvent donner des lignes de crédit, ce genre de choses. C'est leur métier, ils sont des professionnels, il n'y a pas de problème. Mais c'est plutôt quand on joue dans des parties privées un petit peu, justement, qui sont tenus par le milieu ou par la mafia ou ce genre de choses, c'est bien évidemment quand on perd, pas de problème, je t'avance. T'as perdu 1000, je te prête 2000, t'inquiète, tu peux te refaire. Je te prête 5000, pas de problème, on se revoit la semaine prochaine, je te demande pas l'argent. Ok, t'es à 5000, etc. Et on creuse le trou, on creuse le trou, on creuse le trou. Et soit il y a un moment où le joueur se rend compte qu'en fait il va être pris à la gorge et là on lui présente l'addition, soit au bout d'un moment, de toute manière le robinet est fermé et on se fait présenter l'addition. Et ça pour une personne non aguerrie, notamment pour un jeune qui vient de toucher ou alors qui n'a même pas encore touché son premier chèque, ça peut devenir dramatique. Souvent il cumule ego, peu d'expérience, des red flags, un réseau tout nouveau qui vient de se créer à Vegas et un cash flow bien plus serré que ce qu'on peut l'imaginer. Car le truc, vous l'avez compris, c'est que le piège se déroule rarement au casino. Et logiquement, on ne s'en rend pas toujours compte, c'est pas forcément parce que tu touches des millions aux yeux du public que t'as toujours sur toi énormément de liquidités à dépenser. Un contrat qui claque se fait rogner partout. Impôts fédéraux et d'État, commissions, assurances, staff perso, train de vie. Une partie du salaire dort en réserve toute la saison avant d'être ajusté. Résultat, le cash dispo au quotidien est bien plus bas que ce que l'on imagine. Ajoutez l'image à tenir et le train de vie que ça implique et on monte vite les mises pour rester dans le tempo. Quand le cerveau kiffe la prise de risque, la pente peut hyper rapidement devenir glissante. En clair, l'argent peut être massif, oui, mais la trésorerie en arrière-plan peut très bien respirer beaucoup moins fort. Donc là, c'est des gens qui s'asseyent avec entre 2 et 4 000 $ à la table. Donc c'est pas rien et ça peut monter du coup derrière beaucoup plus haut quand on double, etc. Et le profil des joueurs, qu'à Las Vegas, il y a à ces niveaux-là de table, il y a toujours 1 ou 2 joueurs professionnels par table. Et le reste, ça va être des touristes, ça va être des hommes d'affaires, des gens qui ont envie de se faire plaisir. Les Américains sont globalement super joueurs et c'est très bon enfant. Donc l'ambiance de jeu est assez différente de la France. Moi, je trouve, en particulier à l'époque des cercles que j'avais un petit peu connus en France. Mais c'est vraiment super bon enfant. Ils sont très bons perdants.
Voilà, ils sont là pour s'affronter, mais s'ils gagnent, ils sont contents, s'ils perdent, ils vont féliciter les gens, etc. Donc c'est vraiment assez sympa. Sauf que cette ambiance sympa, si tu ne la gères pas, elle peut vite te dépasser. Et quand t'es un joueur NBA et que tout le monde croit friquer, avec la pression sociale, difficile de se dégonfler. Chez des compétiteurs programmés pour dominer, l'ego alimente la fuite en avant, le tilt s'installe, la variance ressemble à une injustice personnelle, et les buy-in grimpent. C'est classique mais ravageur quand le bankroll réel n'est pas dimensionné pour encaisser 3 mauvaises soirées d'affilée. Et pour moi, c'est là que les jeux d'argent peuvent basculer du frisson jusqu'à une spirale infernale. Il y a 2 mécanismes assez classiques. Le premier mécanisme, c'est quand je gagne, je rejoue ce que je gagne. Et donc, tiens, j'ai envoyé un petit billet de 500, super, j'ai fait une belle soirée, je suis passé à 1005, le lendemain, je joue mes 1005, super, ça se repasse bien, je joue 5000. Et donc, en fait, quand on gagne, par la force des choses, on augmente toujours les enjeux. D'ailleurs, je pense que ce soit avec les paris sportifs ou que ce soit avec le poker, c'est comme un petit peu toujours ce qui peut se passer. Et donc, il y a une tendance à augmenter les enjeux. Mais cette tendance, c'est exactement la même chose quand on perd. La tentation va être de se dire, bon, on a tous vu ça, j'ai perdu 100, c'est pas grave, je mise 200 le coup d'après parce que je vais me refaire. 200 n'est pas passé, je mise 400 et je vais essayer de me refaire. Ensuite, arrive la dette, le début des emmerdes, et le lien avec notre enquête est direct. Et donc cette spirale, elle peut se passer aussi bien au gain que à la perte. Dans les deux sens, on va augmenter les enjeux. Et moi, je vous invite à aller chercher des articles, par exemple, sur ces paris sportifs dans le baseball, sur l'interprète de Shohei Ohtani, qui est passé à un moment une ardoise de 17 millions de dollars. Et on se dit, mais comment c'est possible d'envoyer des paris sportifs à cette hauteur-là? Mais bien évidemment, il n'a pas commencé à 17 millions. Il a commencé avec des 5 000, avec des 10 000, avec des 50 000, avec des 100 000, avec des 500 000. Et ça monte, et ça monte, et ça monte. Voilà. Donc c'est cette logique dans le jeu. Pour moi, la chaîne, c'est souvent la même. Tu perds d'abord pas mal au casino, ensuite tu te fais influencer par des mecs charismatiques qui vont te faire croire qu'en privé, tu vas pouvoir te refaire. Finalement, tu te fais plumer et ensuite tu dois de l'argent. Et c'est à ce moment-là que les pressions commencent. Tu peux pas rembourser, pas grave, tu vas nous écouter. Dans le prochain match, tu vas simuler une gêne, tu vas sortir plus tôt, tu vas rater 2 ou 3 lay-ups de suite, pendant que nous, on va parier contre toi pour se refaire la cerise. Tu veux pas nous rembourser ou tu peux pas le faire, tant pis, on va se débrouiller avec toi, avec tes performances sur le terrain. Et là, c'est plus seulement de l'éthique personnelle, c'est toute l'intégrité du sport qui est touchée. Parce que ouais, à partir de là, on ne parle plus seulement de jeu d'argent et d'endettement, on parle d'impact sur le sport en lui-même, et ça, je trouve ça dramatique. Et du coup, si on est malheureusement joueur, ou peut-être même entraîneur, et qu'on se fait présenter un moyen de nettoyer l'addition, c'est très tentant, et d'ailleurs, on ne sait pas ce qui se passe, mais c'est sans doute aussi associé à des menaces sur la personne, peut-être même sur leur famille, etc. Donc c'est 1, tu dois rembourser, 2, tu n'as pas le choix, 3, si tu le fais pas, il peut se passer des choses, tu peux être menacé physiquement, voir ta famille, etc. Donc qu'est-ce qu'on va demander aux joueurs? Il y avait une grosse affaire avec un reportage sur Netflix, vous pouvez sans doute retrouver sur l'équipe de basket de Arizona State, ASU, où il y a des joueurs qui plantaient des matchs, voilà. Et donc c'est la manière la plus simple, c'est comme ça a été le cas sur cette affaire en NBA, à la 8e minute, tu vas simuler une blessure, tu sors, et du coup aux États-Unis il y a beaucoup de paris sur le over-under, moins de temps de points, plus de temps de points. Et bien évidemment, si le joueur il sort à la 8e ou 9e minute, il fait under, et la cote sur le under elle était belle. Et voilà. Selon moi, ce qui alimente tout ça, c'est la mécanique d'escalade. Quand tu gagnes, tu montes les mises. Quand tu perds, tu vas essayer de doubler pour te refaire. C'est compliqué. Les montants grimpent, les nerfs lâchent, le cerveau n'est plus tout à fait fonctionnel et la porte est ouverte aux services qu'on pourrait te proposer pour éponger. Une fois que t'es rentré là-dedans, c'est difficile d'en sortir et c'est justement le terreau idéal où les prop bets deviennent une arme dévastatrice pour les dynamiques mafieuses. Et en vrai, ça je l'ai remarqué en discutant avec Cédric. Finalement, alors que je pensais pas, tout est absolument lié. De la Summer League à Vegas où tu te fais un réseau parfois malsain, dès ton arrivée en NBA jusqu'au chantage, aux prop bets et aux actions truquées, il n'y a qu'un pas. Même quand tu n'es plus joueur, on te met la pression et on se sert de ton image pour attirer du monde vers ces parties truquées. On est loin d'athlètes déjà riches qui partent dans ces dérives pour s'enrichir encore plus. Non, c'est bien plus complexe. La vérité, c'est que ça vient souvent de jeunes sportifs bien trop naïfs qui rapidement se font prendre dans un engrenage qu'ils ne contrôlent absolument plus. D'ailleurs, en sachant tout ça, on peut clairement se poser la question des inquiétudes par rapport à la volonté de la NBA de créer une franchise bientôt à Vegas. On parle pourtant d'expansion classique, arène
arena, centre d'entraînement, groupe d'investisseurs solides, partenariat public et privé et un ticket d'entrée qui grimperait très haut. Et même si on n'en est pas encore là, c'est un projet qui prend forme, qui avance doucement et qui devrait, je pense, se concrétiser. Ceci dit, au vu de tout ce que l'on a abordé jusque-là dans cette enquête, je pense qu'il faut se poser des questions légitimes sur la prise de risque de la NBA d'implanter une franchise là-bas. Effectivement, sur la question, quel sera l'impact sur une franchise NBA à Las Vegas, moi je suis pas sûr personnellement qu'il puisse y avoir un impact, parce qu'il y a déjà deux très grosses franchises de sport. Donc il y a l'équipe de hockey sur glace, qui est installée à Las Vegas en NHL depuis plusieurs années, qui a d'ailleurs gagné la Stanley Cup, et ça n'a pas posé de personne, il n'y a pas eu plus d'affaires que ça par ailleurs. Et il y a aussi l'équipe de NFL, donc de foot américain, qui était des Oakland Raiders, qui est venue se réinstaller à Las Vegas, qui s'appelle maintenant les Raiders de Las Vegas, avec un stade, si vous allez à Las Vegas, que je vous invite à visiter, qui est absolument magnifique. Et ça n'a pas posé de problème, donc je suis pas sûr que ce soit un sujet pour une équipe, parce que finalement, c'est à Las Vegas que le jeu est le plus sécurisé. Toutes ces affaires sortent non pas quand des gens font des paris en casino, des paris sportifs, ni des parties de poker en casino. C'est justement quand ils ne le font pas en casino, quand ils font sur des parties qui sont des parties interdites. Et finalement, elle est peut-être là la clé. Dans la culture américaine, le jeu est omniprésent et aujourd'hui, plus personne ne pourra rien contre ça. L'idée donc peut-être est de réfléchir à comment mieux encadrer ce jeu pour éviter toutes ces parties privées qui par essence sont beaucoup plus risquées. En effet, la ville du Nevada coche beaucoup de cases. Summer League rodée, NBA Cup sur place jusque-là, salle prête à l'emploi, tourisme sportif massif. Bien sûr, il faudra cadrer l'exposition permanente des joueurs, proximité accrue avec les casinos, visibilité médiatique continue, sollicitation non-stop. Mais selon moi, si la Ligue verrouille l'environnement, le risque net peut même baisser par rapport au cercle privé où on l'a vu, tout dérape. À mon sens, l'enjeu n'est pas Vegas en soi, c'est plutôt l'architecture de contrôle qu'il y aura autour de la franchise qui y sera implantée. Si tu donnes aux joueurs beaucoup plus de moyens sécures de gambler et que tu les éduques, peut-être qu'ils iront moins fricoter dans les cercles privés. L'idée est d'essayer de réduire les angles morts plutôt que de donner un terrain fertile à de nouveaux. Actuellement, la Ligue joue la prudence maximale, placement en congé administratif pour les personnes citées, communication coordonnée avec les franchises et coopération étroite avec les autorités. La NBA doit assumer un rôle éducatif et faire référence assumée au précédent John T. Porter, joueur radié à vie pour avoir partagé de l'info et influencé sa participation. L'idée à mes yeux est claire, protéger l'intégrité sportive avant tout le reste. Le message doit rester ferme, c'est dans l'intérêt d'absolument tout le monde, les acteurs, les joueurs comme les dirigeants de la Grande Ligue. Le moindre doute pour le public, au final, coûtera beaucoup plus cher que n'importe quelle amende. Ce que je me dis de toute façon, c'est qu'avec les histoires tout juste sorties, la prévention doit rester au cœur des préoccupations, et ce sera encore plus le cas en cas de création d'une franchise à Vegas. Moi, je suis pas sûr qu'il y ait un impact pour la Ligue là-dessus. Par contre, c'est pas génial en termes d'image, et donc ça va être plutôt des sujets de prévention globale, à mon avis, au niveau des joueurs. Réexpliquer comment on peut se retrouver rapidement dans ces mauvaises situations et qu'ils ont tout à y perdre et pas grand chose à y gagner. Pour moi, c'est là que tout se joue, prévenir plus vite avant que la tentation ne s'installe trop. Le but, je pense, c'est d'essayer de contrôler au maximum toutes les potentielles dérives en essayant de tout centraliser à Vegas, ou en tout cas le plus possible. Moi, je pense que pendant longtemps, on a fait un procès à Las Vegas en disant « Ah là là, il faut surtout pas quelque chose autour du sport à Las Vegas ». Les gens, les athlètes vont pas plus ou moins jouer s'ils sont à Las Vegas. Je dirais qu'au contraire, ils vont jouer dans un environnement qui est plus contrôlé. En tout cas, ce que j'ai voulu faire dans cette enquête, c'est tirer un petit peu le fil de la bobine Billups-Rozier pour voir jusqu'où ça pouvait nous mener. Même s'il y a des risques là-dedans, le vrai problème en soi, ce n'est pas forcément les jeux d'argent, ni même Vegas. On le sait de toute façon, les États-Unis, et notamment le Nevada, sans les casinos, ce ne serait plus les États-Unis ou le Nevada. On ne peut plus lutter contre ça. Le vrai risque, finalement, n'est pas directement dans les casinos, il est plutôt dans les endroits où le jeu n'est pas régulé, dans les parties privées, dans les fuites d'informations ou encore dans les ardoises à rembourser. Par contre, et c'est ce qui m'inquiète peu à peu, les prop bets et donc indirectement les jeux d'argent peuvent vraiment influencer le sport en NBA. Voilà pourquoi, si l'on veut garder certaines valeurs, la ligne rouge doit rester tout le temps la même. Les jeux d'argent existent, oui, mais ils ne doivent en aucun cas jamais toucher à l'éthique du sport professionnel. Maintenant, soyons clairs, je ne dis pas que jouer en casino c'est bien, à mes yeux c'est risqué, point. Ceci dit, ce risque fait partie de la culture américaine, le jeu est partout, donc l'enjeu c'est l'encadrement. Autorisé, oui, mais dans de meilleures conditions. Pas d'ardoise, pas de VIP room opaque et une éducation concrète sur le tilt et sur la poursuite des pertes. Si éduquer les rookies permet d'éviter les trucages, alors c'est exactement ce qu'il faut faire. Et pour que ça ait lieu, je propose une pratique bien plus encadrée pour une simple et bonne raison. En aucun cas, ces jeux d'argent ne doivent entacher les valeurs de notre sport. Quel conseil je donnerais à un rookie ? Finalement,
sont les mêmes conseils qu'on pourrait donner à toute personne face au jeu. Le jeu, ça doit être un amusement. On ne devrait jouer que ce qu'on est capable de perdre. Et il y a deux choses. La première, c'est que de la même manière que si on faisait une sortie, on se dit bah voilà, j'ai envie de me faire un beau restaurant, j'ai envie de me faire une soirée en boîte, j'ai envie de me faire une après-midi shopping et je me mets un budget, c'est la même chose. J'ai envie d'aller jouer, je me mets un budget. Et ce qui est très dur, c'est que tout est fait en général pour que vous alliez au-delà de ce budget. L'environnement est magnifique, je parle de Las Vegas, hein. Vous avez toutes les boissons qui sont offertes. Si vous jouez beaucoup, vous avez même le repas, voire même la chambre d'hôtel, etc. Donc, tout est fait pour que vous restiez et que vous dépensiez plus que ce que vous avez prévu. Mais finalement, il faut s'être fixé les limites avant et ne pas aller au-delà. Et peut-être la deuxième chose aussi, c'est pour pas être aspiré dans la spirale aussi quand on gagne, c'est de dire comment je coffre, comment je retire ou comment je prends. Donc si j'ai un beau gain et que je le laisse au casino ou si je joue des paris sportifs et que je les laisse sur le site, comment est-ce que je les rejoue pas et comment est-ce que je les retire pour en faire quelque chose qui ait une importance. Voilà, donc j'ai eu un beau gain, je vais m'acheter une belle montre. Ou j'ai eu un beau gain, je vais me faire un beau voyage. Ou j'ai eu un gain magnifique, je m'achète une voiture. Et non pas, je le rejoue instantanément. Selon moi, en fait, c'est là que la NBA doit se montrer plus présente que jamais. Vegas fait partie du paysage US, et finalement, on l'a vu, c'est moins pire de jouer à Vegas qu'ailleurs, parce que là-bas, les jeux d'argent, ils sont plus contrôlés. Alors il faut éduquer et encore éduquer les joueurs pour éviter de tomber dans un total déséquilibre qui finalement serait néfaste pour tout le monde. Et l'autre chose, c'est que ça, c'est pas forcément que avec le jeu, mais moi j'ai la chance d'habiter dans un endroit où je croise souvent des athlètes, des anciens athlètes. Je croise quasiment tous les week-ends un ancien joueur de NFL qui a gagné le Super Bowl quand il jouait à Seattle, etc. Il a beau avoir signé ensuite un des plus beaux contrats à l'époque de la Ligue avec Philadelphie, il me disait mais les jeunes ne se rendent pas compte à quel point, quel que soit le sport professionnel, c'est précaire et on ne sait pas quand ça va s'arrêter. Et lui avait signé un contrat suite à ses premières saisons à Seattle, il avait signé un contrat à Philadelphie magnifique, mais il a été blessé et voilà. Et donc en fait, j'ai pas les stats en tête, mais je pense que ça doit être 2 ou 3 ans la durée de vie moyenne d'un joueur en foot en NFL. En NBA c'est peut-être un peu plus, mais c'est pas non plus 15 ans. Et on connaît tous ces grandes stars, c'est LeBron, c'est Jordan, etc., qui ont fait des carrières super longues dans le foot américain, Tom Brady, mais c'est pas le cas de la plupart des joueurs. Donc en fait, quand on est rookie, ce qu'il faut garder en tête, c'est que le chrono vient de se lancer et on a très très peu de temps pour gagner de l'argent, qui sera sans doute le plus qu'on gagnera jamais. Parce qu'après, bien évidemment, on peut se reconvertir dans d'autres jobs, etc., il n'y a pas de problème, mais le chrono, il est lancé. Les années fastes commencent maintenant. Mais si tout part en voiture de sport et en jeu, etc., c'est les années d'après qui vont être très difficiles. Donc c'est pas forcément que un conseil autour du jeu, mais c'est sans doute un conseil de comment je fais super gaffe à ce que je gagne pour que ça me dure le plus longtemps possible. Donc oui, les jeux d'argent sont hyper présents en NBA. Pourquoi? Tout simplement parce que ces jeux font partie de la culture US. Ceci dit, en tant que fan, c'est totalement inacceptable qu'on entende, comme dernièrement, qu'ils puissent toucher à l'intégrité de notre sport. Maintenant, je serais bien hypocrite de totalement diaboliser les paris sportifs. Il m'arrive moi-même de jouer, et vous le savez, certaines de mes vidéos dernièrement étaient sponsorisées par Winamax. Par contre, à chaque fois que j'en parle, et c'est une chose qui me semble plus qu'importante, j'insiste lourdement sur les règles de prévention. À chaque fois que je joue, c'est des toutes petites sommes, et je le fais en ayant connaissance des risques, et je compte sur vous pour faire exactement la même chose. Et ça m'empêchera pas de publier ce que je veux. Mes sponsors, comme Winamax ou même la NBA, n'ont aucun contrôle sur mon contenu, ça je peux vous le garantir, et si c'était le cas, je publierais sûrement pas cette vidéo. Voilà pourquoi, plus globalement, je compte sur la NBA et sur le syndicat pour faire pareil dans la grande ligue, pour éviter aux joueurs de ruiner leur courte carrière là-dedans, mais surtout pour éviter de corrompre cette ligue qu'on aime tant. Pour moi c'est simple, il faut autoriser le jeu encadré sans le banaliser, assécher l'illégal et réduire la valeur des fuites, peut-être en allégeant ou en supprimant les prop bets, qui sait. Heureusement maintenant à ce stade rien n'indique un phénomène massif dans la grande ligue, visiblement ce ne serait qu'une toute petite proportion des joueurs. Mais ne le cachons pas, et ça c'est bien réel, plus la proportion de ces cas tendra vers zéro et mieux le basketball s'emportera.
Mais bref, maintenant c'est à votre tour, je vous passe le ballon, vous en pensez quoi vous de cette réflexion? À quoi ressemble selon vous une vraie politique de prévention efficace pour tous les joueurs? C'est un vrai sujet sensible à débat, alors j'ai hâte de vous lire en commentaire. De toute façon c'était un petit peu le but, je voulais faire une enquête, vous donner des faits, essayer de renouer des liens, mais aussi vous donner mon positionnement, même si je sais qu'il plaira pas à tout le monde. Quoi qu'il en soit, que vous soyez d'accord ou non, j'espère que ce petit nouveau format enquête vous a plu, et j'ai hâte de lire aussi vos retours à ce sujet. Alors je vous dis à très vite, et lâchez-vous bien dans la section com.